Moi, j'en connais qui profitent du confinement pour sortir des Z3M coupés. Z3M coupé, c'est une botte ou une voiture? C'est un tracteur. Ah, ok. Elle a 240 000, mais elle est belle. Alors attends. Ça va, sur benzine, elle est neuve. On peut échanger ta Z3M contre une Bolloré si tu veux. Laurent est venu faire des affaires ici, en fait. Bienvenue à tous pour ce Road Rug Game, épisode 3. On est ravis de vous accueillir sur cette petite réunion hebdomadaire maintenant. Donc voilà, Nico et Franck, on a créé notre média automobile Road Rug Cars en 2017 et pendant le confinement, on a eu l'idée de lancer un quiz Petrolhead, un jeu qu'on pouvait mettre en place sur Zoom, faire en sorte qu'on puisse se retrouver pour retomber en enfance ensemble et tester nos connaissances dans un format ludique. Donc voilà, il n'y a rien à gagner, c'est juste du fun. Moi, je me casse alors. Donc non, rien à gagner, c'est juste du fun et le droit de revenir la prochaine fois si vous remportez la manche. Et donc, on a un champion parmi nous, Félix, qui nous vient toujours de Lévis, donc sur la rive sud de Québec. Ça me fait plaisir de ne pas être le seul, pour une fois, à vivre de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que tu vas bien. Comment ça va avec la Kia Forte en ce moment? Avec en plus 7 ans de garantie, 7 ans de mise à jour de la cartographie et 7 ans d'entretien. Ça va pas beaucoup, je te dirais, assez tranquille. C'est peut-être mieux comme ça, de toute façon. Ouais. La semaine dernière, tu nous as épaté par ta connaissance sur les voitures de Johnny Hallyday, ce qui est assez surprenant. Et tu nous avais confié que tu avais un livre sur Johnny et ses voitures. Donc, je me demandais si tu avais pris le temps de l'étudier pour cette semaine, des fois que le sujet revienne. Non. Alors croisons les doigts pour que ça ressorte pas, on sait jamais. Sans plus attendre, on va commencer avec la première manche. Donc la toute première manche, c'est la drag race. Je vais décrire une voiture, un lieu, une personne, une chose en rapport avec l'automobile. La première personne qui répond et qui donne la bonne réponse gagne 3 points. Si c'est la deuxième tentative, 2 points. Si c'est la première, 1 point. Le premier qui arrive à 9 points est qualifié pour la manche suivante. Vous tendez la main et le premier objet qui vous tombe sous la main, ça devient votre buzzer. Un coup d'ongle sur la table, n'importe quoi. Juste un son pour que ce soit distinctif. Je vais essayer de pas péter le verre que j'ai à côté. Alors, on va commencer avec la toute première question. Mon nom reprend celui d'une voiture de course de la fin des années 50. Avec mes phares escamotables et mes immenses entrées d'air latérales, je suis une véritable légende des années 80, au point d'apparaître dans de nombreux films, séries et jeux vidéo comme Outrun ou GTA Vice City. Testarossa. Bien joué, c'est Erwan, c'est ça, Erwan. Bien joué. Déjà, ça commence fort, 3 points directement. Donc, effectivement, elle embarque un flat 12 de 5 litres produisant 428 chevaux et propulse sa voiture jusqu'à 290 km/h. Voilà, c'était bien la Testarossa. Aujourd'hui, on est avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Sans vouloir te vexer, t'es un petit peu le boomer aujourd'hui parce que t'as 55 oui. ans. C'est gentil pour les doyens. Mais je me dis que j'ai peut-être plus d'expérience en automobile, en nombre d'automobiles que vous, en dehors des journalistes qui font des essais. J'ai vu dans ta fiche que t'avais eu une Opel Kadett, emoji mort de rire, qui veut dire qu'elle était super marrante. Ouais, c'était marrant parce que l'Opel Kadett, c'était ma première voiture d'étudiant. Orange, mais un orange délavé. Et vraiment, la ligne était vraiment dégueulasse. Mais bon, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. J'avais acheté un commissaire de police qui avait réussi à se la faire voler. Et le volant, il était un peu cassé parce que le mec avait essayé de casser le Neyman, mais Opel, quand même, c'est du sérieux. Et gentiment, la boîte s'est cassée. Et de 4e en 3e. Et gentiment, la boîte s'est arrêtée devant chez moi. Je trouvais que c'était plutôt cool. Elle m'a pas laissé en rade à 300 km de chez moi. C'est très très drôle cette expérience d'Opel Kadett parce que nous aussi on a une expérience familiale d'Opel Kadett. Notre père en a eu une. Il a coulé une bielle. Donc c'est du solide mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Oui, pas tant que ça. Je pense que c'est d'ailleurs le seul truc dont il se rappelle de cette voiture-là. Ouais, c'est vrai, il nous a juste dit ça sur cette et qui regrettait celle d'avant. Bon allez, on va continuer si vous êtes toujours chaud avec la deuxième question. Diplômé en génie civil, je suis plus intéressé par les voitures que par les bâtiments. À 20 ans, je commence à modifier des voitures en essayant de leur appliquer les principes de l'aéronautique comme un vrai nerd de Villebrequin. En 1952, je crée ma propre marque de voiture. En 55, une de mes voitures participe aux 24 heures du Mans. En 60, une autre voiture gagne le Grand Prix de Monaco avec Sterling Moss à son volant. Enfin, une de mes voitures... Ah, on a un... McLaren? Ah, j'ai buzzé, mais je suis pas sûr en fait. Valentin? J'allais dire Mercedes. Oui. Non. Mais c'est impossible. Non, je parle américain. On n'a toujours pas la bonne réponse. AMG? On continue un petit peu. Non On peut plus. continuer. Enfin, une de mes voitures tombe entre les mains d'un certain James Bond en 1977. Quoi qu'il en soit, on me connaît surtout pour mes mantras Lotus. automobiles. Jalil? David Brown? Lotus. David Brown, non, c'est pas David Brown. Laurent, Lotus, Lotus. c'est la marque, mais c'est
pas ça. On attend la marque. Ah, Jim Chapman? Non, Colin Chapman, en effet. Colin Chapman. Jalil, qui est le fondateur de Lotus, Laurent. D'accord. J'aurais en effet prononcé la phrase la plus souvent citée sur les circuits, dans les salons, mais aussi lors des traditionnels rassemblements du dimanche. Light is right. Exactement. Donc ça fait 1 point pour Jalil. Il y a eu pas mal de réponses sur cette question-là. Valentin, 22 ans, de Paris. 24. 24 Ouais. Alors, où tu t'es trompé dans la fiche, ou je me suis trompé de ligne. J'espère que je me suis trompé de ligne, ce serait plus rassurant. T'es peut-être trompé. Enfin, bref, c'est pas grave. Bon, alors 24 ans, passionné de Porsche. Je sais que tu as sous la main une jolie 911T de litre 2. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, cette 911T, mon père l'a acquis en 2003. Ça venait tout juste de commencer à monter, donc il s'est jeté dessus. Est-ce que tu te souviens du prix d'achat? 17 000 euros. Oh, bon, allez, au revoir. Ce qui était les prix. C'est ça, ouais. Elle était à 17 000 euros parce qu'elle était en très bel état. Hein, aussi. Ouais, parce que les pourris, c'était plus autour de 8-9. Hein. Ouais, on a trouvé mail à 5 000. C'est le prix d'une coccinelle aujourd'hui, encore. Une pas belle. Hein. Et une pas belle du tout. Hein. Et donc, c'est son véhicule de tous les jours. Ah voilà, elle est là. En fait, ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il a payé ce prix-là pour celle-là, hein, la miniature. Donc du coup, c'était son daily. Il a mis pas mal de bornes, j'imagine. Ouais. Alors il a récupéré l'auto, c'était donc une deuxième main et elle avait 170 000 km. Aujourd'hui, là, on a 530 000. Oh. Ouais, c'est vraiment incroyable. Voilà. Ça mérite des petits applaudissements. C'est clair. Et c'est tellement trop rare que les gens utilisent vraiment ces voitures. D'habitude, elles sont plus de la moitié de leur temps dans des garages. Si tu les entretiens puis que tu les fais rouler, je suis sûr que c'est beaucoup plus fiable que quand ça roule pas, quoi. Alors, je suis un circuit composé d'un anneau de vitesse. Véritable temple de la vitesse, je suis le circuit le plus rapide du calendrier de F1 moderne, avec une pointe aux alentours de 350 km/h. Les voitures utilisent même toute leur puissance pendant près de 75% du temps de chaque tour. Rendez-vous annuel de tous les tifosi. J'ai vu Charles Leclerc s'imposer sur ma piste. Jalil. Monza? Exactement, Monza. Mais je savais pas que les voitures atteignaient 350 à Monza, par contre. Et si, j'ai lu ça en faisant mes petites recherches. Monza, c'est l'Italie? Au nord de Milan. Et je pense que ça a même été plus rapide que 350 km/h dans les dernières années, là, avec les dernières évolutions aérodynamiques. Je pense qu'ils étaient plus proches des 370 qu'autre chose. C'est ça, 365. Sinon, en fait, ça s'explique parce qu'ils rentrent dans la ligne droite des stands au-dessus de 200 déjà. C'est une sorte de parabolique qui ouvre la ligne droite. Puis après, c'est une des plus longues lignes droites du calendrier. C'est vrai que quand on y pense, Monza, t'as 3 énormes, alors c'est pas des lignes droites, mais 3 endroits super longs où ils peuvent ouvrir à fond, quoi. Troisième candidat avec nous aujourd'hui s'appelle Jalil. Il a 27 ans et il est journaliste automobile. C'est ça, 27 ans demain. Bon anniversaire en avance. Ouais, on verra si ça me portera malheur ou pas. Journaliste automobile, ça fait un peu rêver. C'est quoi le meilleur essai que tu as fait en 2019? On peut inclure le début de 2020, mais bon. Ouais, et j'ai quand même fait la nouvelle F-Type début 2020 qui était très sympa. J'étais très jaloux. Est-ce que c'est une grosse évolution par rapport à la dernière? Moi, j'avais essayé la F-Type SVR. En gros, la F-Type R de maintenant, parce que la SVR n'existe plus au catalogue, reprend quasiment le setup qu'avait la SVR. Donc, tu as la même puissance, tu as à peu près les mêmes setup châssis, mais c'est quand même un peu plus conciliant et moins ferme que la SVR l'était à l'époque. Esthétiquement, je la trouve un peu moins belle aussi. Ah, moi, j'adore. Je trouve que quand tu l'as vraiment en face de toi, les feux super effilés, ça fait vraiment son effet et t'as l'impression que la voiture est encore plus basse, encore plus large, et elle est plus méchante. Je suis d'accord qu'en photo, j'étais pas super fan, mais quand tu la vois en vrai, c'est quand même, c'est quelque chose. Moi, j'ai pas aimé du tout. Il y en avait une au rallye de Paris, une jaune, une R. J'ai hâte de l'avoir en vrai. Jaguar Canada, si vous nous écoutez. Je prendrais bien les clés pour une semaine. Ton pire essai de 2019, là, en 2 mots. Mon pire essai de 2019, c'est plus des conditions de travail un peu chiantes qu'un essai catastrophique, si tu veux. Conditions de travail un peu chiantes. Quand l'avion est tard et que ta F-Type ne démarre pas, c'est vrai que bon, là. Quelle année quand même. On peut trouver des conditions de travail plus chiantes, mais. Ah, mais je dis pas le contraire, je me plains absolument pas. Pour quel média que tu travailles? En fait, principalement l'Automobile Magazine et le magazine Option Auto aussi. On vous invite à aller voir ça. Ouais, c'est clair, carrément. Surtout que Jalil fait des super photos. C'est un autre de ses talents. Tes photos sont top. Merci. Par contre, tu as une déformation professionnelle. Quand on te demande quelle voiture tu aimerais bien voir dans ton garage, toi, tu sors des Jaguar F-Type P450 coupé RWD violet amarante, jante HRE 301M gris satiné. Tu voulais Le mec savoir connaît les codes exactement la config. usine. C'est parti. Aussi connu pour mes grosses cylindrées que pour mes gros muscles, tu vois. J'ai un peu peur que mes nouveaux followers s'abonnent pour mater ma meuf, tu vois. Plutôt succinct dans mes essais, je dois avouer un faible pour les auditeurs.
GMK. GMK, là excellent. Pour ceux qui connaissent pas GMK, n'allez surtout pas voir sa chaîne YouTube. Mauvaise pub. Faut pas critiquer comme ça. C'est fou. Moi, j'aurais adoré avoir GMK ici avec nous pour parler voiture. Donc, GMK, écoute pas Franck. Si tu veux venir ici pour qu'on parle voiture et qu'on teste tes connaissances, avec plaisir. En tout cas, voilà, il a popularisé le camo en Europe et il est devenu célèbre grâce à ça sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il a 1,5 million d'abonnés sur Insta, ce qui est absolument incroyable. Lui qui a 20 ans et qui nous vient aujourd'hui de Tours. Oui. J'ai vu que tu avais une voiture qui m'intriguait. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai dû aller voir sur Internet ce que c'était parce que j'avais aucune idée. Et c'était peut-être mieux comme ça. Mercedes Classe X. Pour ceux qui ne savent pas, Mercedes s'est mis à faire des pick-up. Et du coup, je me demandais pourquoi faire. En fait, c'est que on a des chevaux à la maison et donc avant on avait un camion, etc. Et on cherche un pick-up qui soit à la fois pour au niveau du chargement arrière, parce que le classique, en fait, il y a une capacité d'1 tonne, donc c'est énorme. C'est fait pour mettre les plus grosses palettes. Et tu dois pouvoir tracter n'importe quelle remorque avec ça. Ouais, elle peut tracter jusqu'à 3 tonnes 5 ou 4 tonnes. Wow. Mais en fait, finalement, ça a du sens. On se pensait que c'était juste avoir acheté une voiture pick-up pour avoir un pick-up. C'est pour des trucs. J'ai vu aussi la taille est assez contenue par rapport à ce qui se fait en Amérique du Nord. Ça fait juste 5,30 m de long. Je mets des guillemets autour de juste parce que c'est déjà énorme. Mais quand un bon pick-up nord-américain, F-150 ou un Ram par exemple, ça peut faire 6 mètres facile. Ouais, mais t'as aussi au niveau du prix, quoi. Tout équipé, t'en as pour 60 et 65 000 euros, là où tu vas mettre 100 000 euros pour un Dodge, quoi. Qu'est-ce que tu penses, Félix, des Dodge à 100 000 euros? Il me semble que c'est pas si cher que ça ici. Ouais, l'importation, ça fait très mal. Je peux te garantir, Louis, qu'en Amérique du Nord, ça aurait été vraiment moins cher d'acheter un Dodge. Ouais. Dans tes voitures de rêve, tu parles de l'Aston Martin DB4 GT. Ouais. La GT tout court ou la GT Zagato? Alors, je pourrais pas te dire la différence. Hein. Bon, qui connaît la différence ici? Erwan, évidemment. Franck, il lève pas la main, mais je sais qu'il connaît la différence. C'est une vague. La Zagato, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a eu moins et que ça vaut beaucoup plus cher. En très très court, c'est exactement ça. Lancé en 1984, on connaît aujourd'hui ma 5e génération. Je peux transporter jusqu'à 7 personnes dans la joie et la bonne humeur et le plastique coloré. Chrono espace. Ouais, c'était l'espace. Je pense que Louis a donné la réponse en premier. Du coup, on accorde les 3 points à Louis. Louis qui doit utiliser son buzzer. Mais c'était pas moi, c'était Valentin. Ah, c'est Valentin? Ok. Valentin, alors. C'est moi. Quel fair play, franchement joli. Valentin, 3 points. Félicitations. Super ça. rapide. C'est mon buzzer, c'est ma télécommande. Notre 5e candidat aujourd'hui, c'est Erwan, plus connu sous le nom de The Glove Driver, qui a donc une chaîne YouTube où il fait des vidéos de voitures. D'où ça vient cette passion, je me demandais, pour le cuir? Alors, la passion pour le cuir, c'était un grand mot. On veut plus de détails. J'ai toujours que je sois précis dans l'argumentation, on peut pas loin. J'ai toujours kiffé le délire un peu gentleman driver à l'ancienne. Les pilotes, ils conduisaient avec des gants, surtout pour se protéger les mains sur les volants en bois. Et en fait, j'avais envie de ramener sur le YouTube français quelque chose d'un peu élégant, d'un peu classe, une façon un peu à l'ancienne de voir l'automobile, pas forcément avec uniquement la performance, mais vraiment le ressenti, le plaisir de conduite, savoir mettre une bagnole avec une boîte manuelle. En fait, je voulais juste quelque chose qui représente ça. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert une paire de gants de conduite parce que je voulais juste faire des photos avec et je trouvais ça rigolo. Et tu les as pu quitter. Non, c'est un super élément de différenciation. Je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que c'est vraiment sympa. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est le fait que tu fais des vidéos un peu différentes de beaucoup de youtubeurs. Tu fais pas nécessairement que de la voiture neuve, tu fais aussi des voitures un peu plus anciennes, des modèles qui sont un peu moins recherchés ou un peu moins connus. Tu avais fait une visite aussi de l'usine Aston Martin qui était vraiment intéressante. Comme je disais, moi ce que je kiffe c'est les bagnoles en général, quoi. C'est pas toujours la dernière plus puissante, etc. Sachant que moi aujourd'hui je trouve que la course à la puissante elle devient relativement chiante. Et il y a des centaines et des milliers de voitures qui sont intéressantes et dont on parle plus trop aujourd'hui, où on voit pas de beaux essais sur YouTube. La bagnole un peu spéciale avec des sensations et au moins où j'ai quelque chose à raconter, quoi. Né en 1964, je suis la version musclée d'une voiture de série. En optimisant mes 620 kg et mes 3,05 m, je suis rapidement devenu l'une des tractions les plus rapides et les plus fun sur route sinueuse. Rallye de Finlande, rallye de Grande-Bretagne et surtout Monte-Carlo 3 fois. Jaline, Mini Cooper? Ouais, le modèle exact. Mini Cooper S Mark 1, mais alors après, faut Voilà, pas. c'est exactement ce qu'on voulait. Il nous manquait qu'une lettre. Mini Cooper S pour être exact. Ok. Non, on va faire un petit point sur le nombre de points. En ce moment, Jalil est en tête avec 7 points, suivi de proche par Erwan avec 6 points et Valentin 3 points.
Exactement. Très rapide, Jalil, il faut faire attention. Les journalistes ont tellement de connaissances et de savoir-faire que... Prochaine question. La Lancia Aprilia, la Peugeot 403 sont les premières voitures marquantes pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai aussi contribué à la conception de la Hyundai Matrix, de la Ford Streetcar et de l'Alfa Romeo GTV, pas la jolie, celle de 1995. Tout ça pour dire que je n'ai pas produit que des chefs-d'œuvre, même si j'ai été le collaborateur exclusif ou presque de Ferrari pendant plus de 60 ans. Erwan, Pininfarina. Exactement, Pininfarina. 3 points pour Erwan qui est donc qualifié pour la seconde manche. Exactement. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit, mais c'était que des modèles que je connaissais pas, j'étais pas sûr. Donc il reste 2 places pour passer en seconde manche. Sosie non officiel de Michou. J'ai commencé ma carrière comme moniteur de ski. J'ai eu ensuite pas mal de chance. Je me suis vu confier le développement de la marque Benetton aux États-Unis. C'est à cette occasion que je suis devenu le directeur de Benetton Formula en 1989. Sous ma direction, l'écurie Benetton engage l'ingénieur Ross Brown et le futur champion du monde Michael Schumacher. Dans les années 2000, j'intègre la Renault F1 Team, dont je prends le poste de directeur, jusqu'à ce que l'on se sépare de moi en 2018. Tout ça parce que j'avais demandé de créer un accident pour favoriser Alonso au GP de Singapour. C'est italien, là. Alors, Laurent a une idée. Ouais, mais... Et Clickstone, enfin, voilà. Ouais. Non, je crois que Félix a la réponse. Félix, tu peux nous aider? Avec le prénom, peut-être, ou un Flavio. C'est Flavio. Flavio Briatore. Okay. C'est le sosie non officiel de Michou, si vous l'avez jamais remarqué. Salut Michou. Il y a un rapport capillaire et de lunettes qui est assez impressionnant. Ouais, c'est assez vrai. Donc, pas de point pour cette question, puisque c'est Félix, notre champion, qui avait la réponse. Je le voyais hocher de la tête juste après Michou. Il avait ses petites habitudes à Paris. Plus habitué à produire des voitures confortables, les ingénieurs qui bossaient sur le projet pensaient mettre un V6 sous mon capot, puis un V8, mais c'était pas encore assez pour atteindre les 500 chevaux. Alors ils ont choisi de mettre un gros V10 de 5 litres développé par Yamaha. En fait, il est dérivé d'un moteur utilisé en F1. Lexus LFA. Lexus LFA. Wow. Quand même très impressionnant. Bah, elle est dans ma liste des voitures préférées, c'est pour ça. Exactement. Et pour être tout à fait honnête, j'avais déjà préparé la question avant que tu m'envoies le questionnaire. Donc, c'était vraiment pas un rapport de connivence. Je sais que toi, tu l'adores en édition Nürburgring. C'est ça. Il y a quelques changements niveau châssis. Je crois qu'il y a 20 chevaux de plus aussi. Et t'as un énorme aileron carbone derrière et une lame en dessous du pare-choc à l'avant. Quel serait le code couleur pour ta voiture, Jalil, s'il te plaît? Verte. British Racing Green, ce serait parfait. Et en faisant mes recherches sur la LFA, est-ce que tu sais ce que veut dire LFA? Ah non, absolument pas, aucune idée. Eh ben, maintenant je le sais et je te le dirai la prochaine fois. On continue. Pour l'instant, on a toujours Jalil et Erwan qui sont qualifiés. Et Valentin. Moi, je participe plus, je suis qualifié? T'es qualifié, ouais. Ah, ok, d'accord. T'as plus besoin de répondre. Dès qu'on a un troisième candidat, on va passer à la deuxième manche. Pour l'instant, Valentin a 3 points, puis nos autres candidats ont 0 points. Ouais, désolé, on est passé un peu vite tout à l'heure et vu qu'on n'est pas totalement professionnel, on n'a pas été formé par Jean-Luc Reichmann, on oublie certaines données de jeu parfois, mais on s'en rappelle généralement rapidement. Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ok, Jalil, je te mets en muet pendant 3 minutes. Voilà. Essaie de parler de Jalil qu'on t'entende. Je suis un coupé à la ligne fastback intemporelle. 8e génération, les puristes diront que c'est pas pareil. C'est pas pareil à cause du Virtual Cockpit, c'est pas pareil à cause du Wake Mode, c'est pas pareil à cause du moteur biturbo. Cependant, je retrouve mes rainures sur mon capot que j'avais perdu en 1997, année à laquelle... 1992 Valentin qui est très très chaud dès qu'on parle de Porsche. Bien joué. Voiture d'avant-guerre produite à plus de 2500 exemplaires, je suis une légende sur roue. Mon moteur 6 cylindres en ligne et, selon les versions, d'une souplesse extraordinaire ou d'une grande vivacité. Aussi connu pour mes victoires en course de côte qu'en Grand Prix, qu'en rallye, qu'en course d'endurance, je suis aussi la reine des concours d'élégance. En effet, mon châssis a inspiré un grand nombre de carrossiers comme Chaperon, Sauchic ou encore Figoni Falacci, jusqu'à être encore utilisé comme base de prototype de voitures de course au lendemain de l'après-guerre. C'est pas Bugatti? C'est pas une Bugatti, non, mais c'est une concurrente de Bugatti, Valentin. C'est une type quelque chose. On peut vous donner le modèle si vous voulez, peut-être ça va vous aider. C'est la Type 135. Ford. C'est pas une Bugatti la Type 135?
Non, c'est la Type 35, la Bugatti. La Type 135, c'est une Delahaye. Ah, de la haie. La goutte d'eau. La goutte d'eau. Exactement, la goutte d'eau. Qui a remporté dans sa version CS la course de côte du Mont Ventoux en 1936. À son palmarès, il y a aussi les 24 heures du Mans 1938, le Grand Prix de San Remo 1947 et enfin le Monte Carlo 1937. Ouais, c'était très difficile. Après, on essaie de vous challenger un petit peu. C'est reparti. Technologie issue de recherche ferroviaire aérienne. Je fonctionne sur de si gros engins que ça doit être efficace aussi sur les voitures. C'est probablement ce que se sont dit les Allemands dans les années 60 quand ils ont développé le premier système pour la Jensen FF. Fin des années 70, je suis devenu électronique. Je deviens une option des limousines allemandes comme la Mercedes Classe S, la BM Série 7. Finalement, je deviens obligatoire en 2004 sur toutes les voitures neuves vendues en Europe. ABS. C'est ça, Laurent l'ABS. Laurent qui gagne 3 points. Bien joué, Laurent. Je me réveille. Premier point. C'est la force tranquille. C'est parfait. C'est la dernière question pour vous départager. Jalil et Erwan sont qualifiés, Laurent a 3 points et Valentin a 6 points. Désolé Louis, pour le moment ça va être compliqué. Essayez de répondre à cette dernière question. Mon nom signifie alizé en allemand, ce qui veut dire vent des régions intertropicales. Mais ça en fait on s'en fout un peu. Lancé en 73, je suis une voiture familiale devenue coupé, wagon et surtout sedan au fil du temps. Équipé d'un petit 4 cylindres 1 litre au départ, j'ai connu des moteurs VR6 de 2 litres 8 et même un gros W8 de 4 litres. Volkswagen Golf. Laurent, pardon? Golf, Volkswagen. Non, si on peut donner un petit indice, c'est la bonne marque, mais pas le bon modèle. J'ai aussi connu beaucoup de petites TDI. En bref, je suis une voiture normale. La Passat, Valentin, très bien joué, c'est bien ça, c'est la Passat. Valentin, 2 points pour Valentin. Qui finalement a 8 points, si je dis pas de bêtises. Qui a 8 points, tout à fait. Tu passes en... On remercie vraiment beaucoup Laurent et Louis pour ce match Avec acharné. plaisir. Merci. Vous restez ici pour commenter les réponses des autres et pour vous rigoler un petit peu avec nous. Alors, on va passer à la deuxième manche, le concours de drift. Un concours de drift, un concours de drift, un concours de C'est une manche qui va être en 4 questions. Vous allez jouer chacun votre tour. Comme en Formule 1, à chaque année, il y a des nouvelles règles pour venir compliquer au niveau de l'aérodynamique, le moteur, etc. Nous, on ajoute des règles pour cette manche-là. Ces règles-là vont être allouées par notre champion, Félix. La première règle, ça va être que la personne que tu choisiras pourra à n'importe quel moment de la manche passer un appel mystère. L'appel mystère, c'est quoi? C'est un appel de 30 secondes à une personne qu'on a choisie qui pourra aider à répondre à la question. À qui tu veux donner cet avantage, Félix? Erwan. Erwan, parfait. La deuxième règle, la personne de ton choix pourra avoir le droit de changer une question. Changer une question, ça implique quoi? Ça veut dire que on va la remplacer par une autre question, mais qui sera pas forcément en rapport avec l'automobile. Ça peut être n'importe quoi. On appelle ça le swap. À qui tu veux allouer le swap? Valentin. La dernière règle s'appelle le lest. Pendant toute la durée de la manche, la personne à qui tu alloues le lest va devoir commencer chacune de ses réponses par le diagnostic express de tous les meilleurs mécanos. C'est-à-dire, oula, c'est probablement le joint de culasse. Sinon, c'est peut-être puis la réponse. En fait, il n'y a plus de choix, ça va être Jalil parce que c'est la dernière règle. Donc Jalil, Je me sens juste un peu nul, les super bonus et moi je me retrouve avec ça. On peut commencer avec Jalil. Il y a 4 questions. C'est soit des vrais ou faux, soit des questions à choix multiples, soit des questions où tu dois me répondre du tac au tac. Ok. Donc la première question, pour 1 point, vrai ou faux? Une Jaguar type E a déjà fait 1000 km d'une traite sans tomber en panne, hors course d'endurance. Oula, c'est probablement le joint de culasse. Vrai. C'est vrai, en effet. Pour la petite histoire, donc la Type E que tout le monde connaît, c'est une voiture mythique, a été présentée en 61, juste avant le salon de Genève. Jaguar avait décidé d'acheminer une deuxième voiture, un prototype Roadster, sur le stand. Puis en pleine nuit, ils ont demandé à Norman Lewis, qui était le pilote d'essai de la marque, d'amener la voiture par la route depuis Coventry jusqu'à Genève, un voyage d'environ 1000 km. Ça a pris 11 heures, donc ce qui est relativement long. Je suis quand même surpris que à cette époque-là, ça ait pris 11 heures, parce que sans limitation de vitesse, je pense qu'on pourrait le faire en moins. Non mais t'es taré. C'est quand même ultra rapide. Hein. Ouais, c'est quand même ultra rapide. Sachant que là-dedans, il y a quand même le ferry pour traverser la Manche et tout. Ça fait une moyenne de 110 km/h. Ouais, Une c'est moyenne quand même... de 110 en allant mettre de l'essence. Ouais, il devait être à 160. Non, c'est propre. Deuxième question pour 2 points, c'est un choix multiple. Quelle est la dernière Aston Martin de série construite artisanalement? Pas de projets spéciaux ou d'édition limitée. Réponse A, l'Aston Martin DB7. Réponse B, l'Aston Martin Vanquish de 2001. Réponse C, l'Aston Martin DB9. Ou réponse D, la Ford Mondeo V6 3 litres. Oula, c'est probablement le joint de culasse ou
La DB7? Et c'est pas la DB7, c'est la Vanquish. La Ouais, Vanquish c'est la qui était faite artisanalement, qui était encore faite à la main. Peut-être que Erwan avait cette réponse d'ailleurs. La DB7, elle était sur les mêmes usines que Jaguar, que la XK, et c'était beaucoup plus, enfin, je trouve pas le mot, mais usiné, quoi. Prochaine question. Pour 3 points du tac au tac, quel pilote de Formule 1 britannique a remporté 16 Grands Prix sans jamais devenir champion du monde, ce qui le vaut le titre de champion sans couronne? Bon, Est-ce que quelqu'un a je une passe. idée? Vraiment, je passe. J'ai aucune idée. En sport auto, je Erwan? suis vraiment mais nul, quoi. Nigel Mansell? Pas Nigel Mansell. Il est décédé récemment. C'est Sterling Moss? Sterling Moss. Sterling Moss. Sterling Moss. Ah oui. Donc il reste une question. Donc pour sauver l'honneur, c'est une question encore à 3 points, donc qui te permettrait d'arriver à 4 points. Ouais, on verra. Pareil, réponse du tac au tac. À bord de quelle voiture du groupe Renault-Nissan Carlos Ghosn se balade-t-il probablement les chevaux au vent sur la côte libanaise grâce à un toit rigide électriquement repliable en seulement 12 secondes et de manière rotative? Ou là, c'est sûrement le joint de culasse ou une Renault Wind. Waouh! Impressionnant! 3 points, donc tu finis cette manche avec un total de 4 points. Franchement, c'est pas mal, hein. Surtout avec cette question de Tarba, je pense qu'on peut l'avouer. Ouais, mais tu vois, je me casse les dents sur Sterling Moss et je connais la Renault Wind, ça craint, franchement. En vrai, c'est très fun. Alors, c'est moche, mais c'est très fun. Très belle conclusion. Un concours de griffes. Deuxième candidat, Valentin. Ouais. La première question pour 1 point. Vrai ou faux? Le logo HF sur les Lancia signifie Hatch Fatality. Faux. Bonne réponse. Le logo HF signifie en réalité High Fidelity et il provient du club Lancia HF fondé en 1960 d'accord. par les fans les plus fidèles de la marque. Deuxième question pour 2 points, question à choix multiple. Quel pilote a aussi été député européen? Réponse A, Alain Prost. Réponse B, Fernando Alonso, parce qu'il s'ennuyait un peu entre 23h30 et minuit 10 après l'Indy 500, les Grands Prix de Formule 1 et les 24 heures du Mans et le Dakar. Réponse C, Harry Vatanen, qui a toujours affirmé son soutien au lobby des produits laitiers en buvant des grands verres de lait en public. Ou réponse D, Michel Vaillant dans l'album 35 intitulé La course de trop pour Hidalgo. Elle est bien celle-là. Non, j'irais Alain Prost. Et non, mauvaise réponse, c'est Ah Harry mince. Vatanen. Harry Vatanen. Ah, je savais pas. Par contre, il n'y a aucun rapport avec les produits laitiers. Si jamais il tombe un jour sur notre vidéo, il n'y a pas de rapport de... Prochaine question pour 3 points. Quelle voiture allemande a terminé coupée en deux dans le film Le Monde ne suffit pas? C'est quelle année déjà? On n'en a aucune idée, mais c'est fin 90, début 2000. 2000, début 2000, ouais. Valentin, j'ai un indice, c'est pas une Porsche. Swap. Swap. Quelle est la capitale du Pérou? Oh, facile. Pérou City, Guanaco, réponse C, Lima ou réponse D, Dakar, selon les organisateurs du Paris-Dakar. Paris. Je suis nul en géo. La réponse B. Non, c'était la réponse Ouais. C, Lima. Pour le fun, la réponse de la question originale, c'était la BM Z8. Ah, mais oui, par la Z8. suite. Épouvantable. Elle se Tu fait vois la caisse, scier, elle- C'est- Prochaine question, Valentin, toujours pour 3 points. Quel Grand Prix est traditionnellement le premier de la saison de Formule 1 depuis 1996? C'est pas Azerbaïdjan? Non. Ce serait extraordinaire de commencer par Bakou, mais ce n'est pas Bakou, Ouais, non. c'est le Grand Prix d'Australie. Et ouais, c'est Melbourne. Finalement, Valentin, tu termines cette manche avec 1 point. Pour le moment, Jalil est qualifié. Maintenant, c'est à Erwan de briller. Un concours de griffes. Score à battre, 4 points. Première question, 1 point, un vrai ou faux. Au Danemark, tous les conducteurs doivent vérifier sous leur voiture avant de la démarrer, juste pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dessous. Oh. Et c'est vrai. C'est vrai. Apparemment, c'est une ancienne loi qui date d'une époque où les Danois avaient probablement l'habitude de s'endormir littéralement, sous les voitures. Ouais. La solution pour toi, c'est de rouler en Lotus. Hein. T'es sûr que personne va dessous. Hein. Pour 2 points, quelle course de côte annuelle disputée fin juin, début juillet se déroule dans le parc d'un manoir? Réponse A, la course de côte de Prescott. Réponse B, le Goodwood Festival of Speed. Goodwood. Réponse C, le Cannonball 2000. Ou réponse D, la course du manoir de Luigi. Goodwood. En effet, c'est Goodwood. 2 points. Félicitations. Une bonne réponse était qualifiée. Ouais, donc maintenant tu te plantes, Erwan, ok? Pour 3 points, quelle voiture de la marque Peugeot portait un sacré numéro d'après la publicité de l'époque? Oh, facile. Je sais pas.
On a trouvé le point faible d'Erwan. Est-ce que tu voudrais faire l'appel mystère? Bah ouais, parce que j'ai pas la réponse, donc... Oh, monsieur Félix Godard. Donc Félix Godard qui est un des contributeurs de Roadback Cars, qui fait des articles sur des voitures anciennes, puis des courses assez folles qu'on vous invite à aller voir sur notre site. Erwan a besoin de toi pour une question à 3 points. Quelle voiture de la marque Peugeot portait un sacré numéro d'après la publicité à l'époque? J'en sais rien, moi j'ai que des Renault ici. Renault Twingo, Renault Capture. Il doit y avoir un 0 au milieu, mais alors après le reste. Bah oui, ça c'est sûr qu'il y a un 0 au milieu. Ouais. Et en plus, je me suis pas du tout bien organisé. J'ai pas d'anti-sèche, j'en sais rien moi. Je sais pas, la 205, j'en sais rien. En plus, il a trouvé, putain. Le retournement de situation incroyable. En fait, depuis le début, j'avais un doute. Mais j'en étais pas sûr, donc c'est de la chance. La 205 est mythique que dans sa version GTI, parce que dans les autres versions, c'était une grosse poubelle. Oui, c'est vrai. Oui, bon, là, Ou 205 Turbo 16 quand même. C'est vrai. C'est vrai. Bah, Laurent, je pense qu'avait trouvé la réponse dès la première seconde. Ouais, c'est trop facile là, mais bon. Merci beaucoup Félix en tout cas pour cette aide précieuse. Je sens que je vais me faire virer moi, mais bon. À bientôt Félix. Merci. Allez, salut. Bye Félix. Bye, désolé. Erwan est qualifié avec 5 points. Il reste une question pour le sport, pour le plaisir. Quelle était la première activité de BMW lors de sa création en 1916 suite à la fusion de la Bayerische Flugzeuge et la Rapp Motorwerk? Il faisait des moteurs d'avion. Le mec se balade dans le quiz. Tu es qualifié pour la finale. Tu vas affronter notre champion, Félix. Avec 8 points, le double de Jalil. Hein. Bien joué. C'était sport. Ça aurait pu être serré, ça l'a pas été. Félicitations, Erwan. Crash test, yes. Pour le crash test, le champion va sélectionner le sujet pour lui et laisser l'autre sujet pour son adversaire. On va vous énoncer des noms, des phrases, n'importe quoi, et il va falloir répondre selon ce qu'on vous a donné comme réponse possible. Je vous donne un exemple. Les réponses possibles, c'est voiture, saucisse ou les deux. Si je vous dis BMW Garmisch, vous allez me dire voiture. Si je vous dis Vienna Mobile, vous allez me dire les deux, parce que c'est une voiture en forme de saucisse. Alors, Félix, aujourd'hui, tu as le choix entre la vie au grand air et échec et maths. La vie au grand air. Tu vas devoir répondre tracteur, voiture ou les deux. C'est bon, Ok. c'est clair? Ouais. Ford T, Voiture. Triumph TR2, Voiture. Lamborghini Carioca, Tracteur. Ford 9N, Tracteur. Porsche Junior P111, Tracteur. Volvo P1800 ES, Voiture. Skoda Type 175, Voiture. Dodge Ram V6 Eco Diesel, Tracteur. Citroën Type J, Tracteur. Citroën Type H, Tracteur. Lamborghini Islero, Voiture. Samé Jaguar 95 Export, Tracteur. Land Rover Série 1, Tracteur. Renault Koleos, Les deux. Massey Harris Pony 812, Tracteur. Mercedes-Benz G-Landenwagen, accent pourri, hein. Tracteur. Lamborghini LM001, Tracteur. la classe Xerion 1005, Voiture. la Fiat 780 DT Voiture. et la Fiat 600. Voiture. C'était intense, hein. Un peu. On va jouer avec Erwan, puis on annoncera les scores après, puis on reviendra sur certaines des réponses. Crash test, yes. Avec toi, ton sujet, ça va être échec et maths. Les réponses que tu vas pouvoir me donner, ça va être top, flop, ou ça dépend du point de vue. Ok, d'accord. L'Audi A2. Flop. Découper soi-même le toit d'une poutre pour en faire un cabriolet. Ça dépend du point de vue. La Bugatti Veyron. Flop. Seb et Charles qui se sortent du GP du Brésil. Flop. La Fisker Karma. J'ai envie de dire, ça dépend du point de vue. Ils ont foutu des panneaux solaires dans une bagnole. C'est cool, non? Des boîtes de vitesse mécaniques au 21e siècle. Top. Relancer Alpine. Génialissime. Briser la vue de son concept car indestructible à coups de boule de pétanque en direct d'une conférence de presse. Bisous Elon. Top. La Renault Velsatis. Top. Se faire payer pour acheter de l'essence. Ah, top. Tester des moteurs diesel sur des singes. Flop. Transformer un pick-up en piscine pour l'été. Top. Cacher des logiciels pour truquer des émissions de gaz à échappement et se faire gauler. C'est pas genre, ça fait 2 trucs pour Volkswagen là quand même, hein. Flop. Terminer un Paris-Dakar à moto en vie. Les bâtards. Top. Chevrolet SSR. Ça dépend du point de vue. Rouler le toit ouvert dans une splendide Bolloré Blue Summer. Top. Acheter une BMW d'occasion sans carnet d'entretien.
Flop. Installer 173 portes Exotax en 2013 et tout annuler 3 ans plus tard. Produire des V12 atmosphériques encore aujourd'hui. Top. Racheter FCA quelques mois avant le Covid-19. Ça dépend des points de vue. C'est tout, bien joué. C'était pas facile. Peut-être que le sujet d'Erwan était un peu plus facile que celui de Félix. Ouais, Félix en a eu beaucoup de bons. Félix a eu un petit relâchement sur la fin de la manche, malheureusement. Le début était quasiment un sans faute. J'étais extrêmement impressionné. Tu finis la manche avec 9 points. Franchement, bravo Félix. C'était extrêmement difficile comme questionnaire. Bien joué. Vraiment. Une réponse qui était presque parfaite. On aurait pu te l'accorder, je pense, mais on a été un peu dur. Le Dodge Ram V6 Eco-Diesel, t'as répondu tracteur. C'est vrai, mais techniquement, c'est homologué comme une voiture. Ah ouais. Il est très étonné. Il est très étonné. Tu nous as répondu que le Land Rover Série 1, c'était une voiture, mais en fait, c'est plutôt les deux. On a vérifié, le cahier des charges de l'époque désignait un tracteur avec lequel on pouvait aller en ville. La Mercedes que Nico a très bien prononcé, la Geländewagen. La Geländewagen. Qui est en fait l'ancêtre du Classe G. C'est le long nom du Classe G, produite en 1975. Et les mecs du marketing se sont dit en 93 que ce serait bien de l'appeler autrement que le nom que j'arrive pas à prononcer. En tout cas, c'est une des voitures les plus efficaces en AMG si tu veux faire du 2 roues. Tu prends un rond-point, t'accélères et c'est fini. Maintenant, on va passer au résultat d'Erwan. Alors, on peut d'ores et déjà dire qu'Erwan, tu as fait 13 points sur cette manche. Nouveau champion. Félicitations. Tu as battu Félix qui avait l'air indétrônable, à vrai dire. Mais Félix a eu la malchance de tirer le sujet le plus difficile de la manche. Franchement, c'était pas non plus une manche donnée. Tu as commencé assez fort avec l'Audi A2, truc évident, le flop de chez Audi. Ensuite, par contre, tu as fait une petite erreur sur la Bugatti Veyron. Je crois que tu as dit flop, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, c'est une question de point de vue parce qu'en termes d'image, c'était vachement bien pour eux. Ouais. Et en termes financiers, c'est incroyablement coûteux. Apparemment, Volkswagen perdait 3,7 millions d'euros pour chaque voiture vendue. Ils ont calculé une perte nette de 1,7 milliard avec cette caisse. 1,7 milliard d'euros, c'est rien par rapport à l'amende qu'ils ont eue pour les émissions de gaz à effet de serre, finalement, en plus. Ça valait la peine. Dernière chose, j'ai été vachement surpris par une de tes réponses. Toi ouvert dans un splendide Bolloré Blue Summer. Toi, tu dis top. Ouais, je sais pas ce que c'est un Bolloré Blue Summer, c'est quoi? En fait, la Bolloré Blue Summer, c'est la même voiture que la Citroën Imeari, encore plus moche. Et c'est en gros, c'est la version découvable de la Blue Car qui était les Autolib de Paris. Ah oui, je vois ça. On peut échanger ta Z3 contre une Bolloré si tu veux. Laurent est venu faire des affaires ici en fait. Merci à tous de votre participation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Un grand moment. Encore Merci. félicitations à Erwan, notre nouveau champion qu'on aura le plaisir de retrouver pour le prochain épisode. Et encore pour ces 2 heures cramées avec nous à dire n'importe quoi. Et longue vie à Rod Ruger. Exactement, merci beaucoup. Et on se revoit bientôt ici sur Rodre Game et puis tous les jours sur Instagram, Rodre Cars et plein d'autres choses. Round game.